Bonjour à tous, on va commencer ce quatrième webinaire. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez un problème de son. Comme moi j'ai pas de retour de manière directe, dites-moi dans le chat ou en commentaire si vous n'avez pas de problème pour bien entendre. Et on pourra commencer ce quatrième webinaire euh, sur justement aujourd'hui le sentiment de présence, embodiment et effet Proteus. Donc vous allez voir, on verra des choses assez sympathiques aujourd'hui. Au niveau de la qualité de l'image, je ne sais pas si chez vous ça va assez bien. Voilà, chez moi sur un écran plus grand, ça passe bien. Donc n'hésitez pas à me dire, histoire que pour les prochains, je puisse améliorer davantage. Bon, ben, si tout va bien et que j'ai pas de problème sur le son ou quoi que ce soit, dans ce cas, je commence. Alors, donc on attaque maintenant notre ce quatrième volet, ce quatrième webinaire qui va vraiment parler aujourd'hui donc du sentiment de présence. Donc dans un environnement virtuel, c'est se sentir présent et dans l'environnement ressentir les mêmes choses. L'embodiment, donc c'est tout ce qui est au niveau de l'incarnation. Et l'effet Proteus, c'est justement cette incarnation, quel effet elle peut avoir sur la façon dont je perçois mon corps dans le virtuel et dans le réel. Donc c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui tous ensemble pendant, je ne sais pas alors, il y en aurait pour peut-être 1 heure, peut-être moins. Je vous avoue que j'ai pas hyper bien calculé mon coût cette fois, mais en théorie, il n'y en aura pas pour trop de temps, donc ne paniquez pas. Au pire des cas, vous avez toujours le replay. Et voilà. Si vous avez des questions, j'ai le chat en visuel, donc n'hésitez pas à me dire quoi que ce soit. Poser des questions ou si vous voulez plus de précision. Donc, au niveau du sommaire du jour, on va vraiment travailler sur, dans un premier temps, revoir un peu l'immersion. Qu'est-ce que l'immersion qui est vraiment au cœur des solutions, le sentiment de présence, l'embodiment. Donc l'embodiment, on reverra un peu les concepts, notamment psychologiques, parce que c'est quand même quelque chose qui pour moi est essentiel. Les méthodes pour obtenir aussi un bon embodiment, c'est quelque chose qui est vraiment important. Peut-être une étude, si on a le temps de présenter un petit peu des études qui ont démontré comment ou les effets de l'embodiment dans un environnement en réalité virtuelle. Et l'effet Proteus, qu'est-ce que l'effet Proteus et je crois qu'il y a quelques études que je vais pouvoir vous présenter. Alors, dans un premier temps, déjà, on va revenir sur un paramètre basique dans la réalité virtuelle, c'est l'immersion. Donc, pour ceux qui ont déjà vu le premier webinaire sur toutes les techniques, on se rappelle que l'immersion fait partie des 2 premiers I, immersion, interaction, et avec le troisième I, interface. Donc voilà, donc c'est la VR, je reprends quand même toujours pour ceux qui prennent en route. La VR est un ensemble de techniques qui peut maintenant s'appuyer sur la technologie pour créer un environnement virtuel. Cet environnement peut être modulé par l'activité de l'utilisateur et répondre à la stimulation de ses sens afin de recréer un comportement cognitif similaire au comportement naturel. Pour y arriver, il faut donc favoriser l'immersion, l'interaction au travers des interfaces. Alors, ça c'est vraiment, vraiment extrêmement important de bien préciser justement cette question de modulation par l'activité de l'utilisateur. C'est vraiment ça qui va faire que votre système c'est de la VR. Parce que grâce à ça, on va vraiment pouvoir recréer ce comportement cognitif similaire au comportement naturel. Et c'est ce qu'on cherche à faire parce que si on veut diagnostiquer, on a besoin que le comportement soit le plus proche possible. Et si on veut ne pas diagnostiquer mais rééduquer, on a également besoin que ce transfert puisse se faire de manière très naturelle. Alors, l'immersion, elle se présente sous différents niveaux. Donc, les systèmes Nive, Sive et Five, non immersif, semi-immersif et full immersif. Donc, si on prend une journée à la plage, on peut se retrouver dans ces 3 degrés d'immersion, puisqu'on a ici, voilà, je frôle un univers légèrement virtuel, donc on pourrait dire qu'il est non immersif. Ensuite, je suis à moitié immergé, j'ai sensation du monde extérieur et la sensation de l'autre univers. Donc, dans l'eau, c'est l'autre, ça serait considéré comme l'autre univers ou le monde virtuel, c'est du semi-immersif. Ou alors je suis totalement coupé du monde extérieur et dans ce cas je suis dans du full immersif. Et tout ça, en fait, ces immersions, elles sont complètes et elles sont possibles grâce
aux technologies. Donc ici, on a des systèmes, ce qu'on va plutôt appeler des systèmes d'isolation des sens, que ce soit l'audition, la vision ou les sensations. En fait, c'est l'absence de sensation du monde réel, donc du monde extérieur à la stimulation, qui plonge le sujet dans une immersion efficace. Donc ici, on voit que dans les systèmes Nive, on a simplement un casque, un écran, mais tout le reste autour est perceptible. Dans un système semi-immersif, on a déjà commencé à plonger le participant dans un peu plus dans le noir, et du coup, il peut se focaliser plus sur l'écran. Et dans les systèmes full immersifs, voilà, là, il n'y a aucune perception du monde extérieur, en tout cas au niveau de la vision. Donc, on augmente, en tout cas, dans le continuum immersif. Alors, quand est-ce qu'on parle d'immersion? Parce que ça, finalement, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. Je vous dis, voilà, il faut favoriser l'immersion, etc. Alors, il faut, d'après Bowie, Alicea et Bioka en 2011, 2 sens au minimum qui doivent être stimulés pour obtenir une immersion efficace. Dans la plupart des cas, on fait la vue et l'audition parce que c'est ce qu'il y a de plus simple à reproduire pour que ce soit de manière un peu naturelle. Ce serait très difficile de reproduire le toucher. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est assez difficile de reproduire le toucher. Le goût, c'est pareil. Ou alors, il faudrait passer par un système naturel cette fois. Mais on peut, par contre, favoriser d'autres sens comme l'odorat. Donc, c'est des choses qu'on voit de plus en plus. Donc, vous avez ce genre de système de casque avec des cartouches qui viennent injecter des odeurs au niveau de votre nez, ou alors vous avez des choses qui sont plus extérieures. Donc là, c'est l'entreprise Connectage qui a développé un ventilateur qui permet de mettre plusieurs odeurs qui peuvent être diffusées de manière continue ou dans un temps très précis en fonction des volumes de pièces. Et donc là, vous pourrez travailler sur plusieurs odeurs. Ou alors, voilà, simplement juste travailler avec le Nosulus sur une odeur. Le problème de ces dispositifs, donc outre le ventilateur, c'est que ce sont des odeurs qui restent. Et du coup, c'est quelque chose qui doit... Si vous avez besoin de travailler sur différentes odeurs, c'est plus compliqué d'utiliser ce genre de device. Donc, si on reprend tout ce fameux schéma pour aller vers le sentiment de présence en partant de l'immersion, l'immersion et la boucle sensorimotrice vont nous faire nous poser la question si l'environnement est crédible par rapport à mon immersion et par rapport à ce que je ressens de mes actions. Cet environnement est crédible, oui, et du coup, je dois aller vérifier la perception de mes actions, l'interaction. Et tout ça va permettre de vraiment me poser la question, est-ce que l'environnement est crédible? S'il l'est, j'accepte donc de me prendre au jeu. Et à partir de là, mon sentiment de présence, d'action ou spatiale est amélioré. Et tout mon sentiment de présence de manière générale est lui aussi amélioré. Et c'est ça qu'on va chercher à explorer aujourd'hui. Ce sont les méthodes ou les techniques pour pouvoir permettre un meilleur sentiment de présence, un meilleur embodiment. Alors, l'immersion versus la présence. Donc, l'immersion, c'est plutôt parfois appelé l'immersion sensorimotrice. Ça fait vraiment référence au degré de stimulation physique des systèmes sensoriels et à la sensibilité du système aux entrées motrices. Donc, en fait, le niveau d'immersion, il va être déterminé par le nombre et la gamme des canaux sensoriels et moteurs connectés à l'environnement virtuel. Je disais tout à l'heure qu'en termes de nombre de canaux, c'est plutôt 2 minimum. Et maintenant, on fait quasiment de manière d'office vision, audition. Le reste, après, j'ai presque envie de dire, c'est du bonus. Maintenant, au niveau des canaux moteurs, c'est plus compliqué parce que tout va dépendre de ce dont vous avez besoin. Si vous voulez travailler du cognitif, le moteur sera peut-être pas forcément le plus intéressant. Par contre, si vous êtes en réhabilitation motrice, là, le moteur sera peut-être beaucoup plus intéressant que le côté immersif. Donc, tout ça, il faudra jongler en fonction de vos besoins. Et tout ça, on peut améliorer en augmentant la gamme des stimulus visuels, comme par exemple la quantité de champ de vision engagé. Idéalement, il faudrait du 210 pour augmenter donc 210 degrés de champ visuel, la fidélité des affichages visuels, ça on en a déjà parlé dans le premier webinaire, mais également tout ce qui est son spatialisé tridimensionnel, c'est-à-dire qu'un son a une source et en fonction je me rapproche, je m'en éloigne ou de certaines choses, il y a des réverbérations et je suis capable de localiser le son. Et si je suis capable de localiser le son dans l'environnement, je suis également capable, moi, de favoriser ma localisation dans l'espace grâce au son. Ça, c'est des choses qui sont vraiment extrêmement importantes, plus complexes à mettre en place. Mais à l'occasion, je vous ferai certainement un petit brief là-dessus parce que le son dans les environnements virtuels est extrêmement important. Alors, la présence, du coup, c'est vraiment le produit psychologique de l'immersion technologique. C'est-à-dire que j'amène ma technologie qui me permet de favoriser l'immersion ou en tout cas le fait de me sentir vraiment immergé à 100% dans l'environnement. Et ça va produire sur ma psyché
ce sentiment de présence. Donc c'est un peu le côté, l'illusion perceptive de la non-médiation, ou alors ce que je préfère plutôt moi appeler la sensation d'être là. Je suis là, je suis dans l'environnement virtuel. Alors, d'habitude, ce sont plutôt des mesures qui sont auto-évaluées via des questionnaires en post-stimulation, mais on a commencé, enfin, les chercheurs ont commencé à rechercher des indicateurs physiologiques du degré de présence d'un utilisateur. Ce qui est, par exemple, extrêmement important et intéressant, c'est de se dire que dans un environnement virtuel, si on place une personne dans un environnement stressant, pour elle ou de manière générale, donc ça peut être un lieu élevé, des gens qui ont l'arachnophobie, des PTSD, etc. D'ailleurs, ceux qui ont peur des araignées, je vous préviens, sur la diapo d'après, vous allez voir une araignée, mais très floue, donc paniquez pas. Donc je disais, ces gens-là qui ont des situations stressantes, et ben en fait, elles entraînent des réponses corporelles liées à ce stress. Et en VR, en fait, on obtient la même chose, et donc du coup, on est capable de les capter, notamment le rythme cardiaque, conductance de peau, la température, etc. Tout ça, on va pouvoir vraiment les capter en VR. Donc c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant, c'est que si le sentiment de présence est bien fait, et ben mes réponses physiologiques seront les mêmes, ou en tout cas similaires à celles que j'aurais faites dans un véritable environnement. Et donc c'est extrêmement utile en thérapie, et surtout pour les thérapies de type les VRET, Virtual Reality Exposition Therapy, ou thérapie d'exposition par la réalité virtuelle. Donc les réponses au stress, les sources d'angoisse, les phobies, les PTSD, etc. Ça, c'est des choses qui sont déjà utilisées depuis au moins 20 ans, puisque déjà dans les années 90, on voyait ce genre de choses apparaître. Rizzo a déjà commencé dans les années 2000 avec le retour de soldats d'Afghanistan et d'Irak, etc. Il a développé ça. Donc voilà. Donc l'immersion, qui elle est influencée par la technologie, elle va agir sur la sensation d'être présent, donc sur les aspects psychologiques, et encourager les réponses naturelles, donc notamment ici le biofeedback. Donc le sentiment de présence, je rappelle que c'est donc quand le sujet se sent présent dans le monde virtuel et interagit avec lui comme s'il était réel. Alors, incarner, ou en tout cas se sentir présent dans l'environnement, quel est le but et pour quels effets? En fait, s'incarner dans un avatar, ou en tout cas dans un environnement virtuel, ça permet, alors, incarner les attributs des avatars, ça on verra après avec l'effet Proteus. Se penser plus grand, plus intelligent, plus vieux, ça c'est des choses qu'on peut faire grâce à l'effet Proteus. L'incarnation marche dans les deux sens, c'est un élément qui est vraiment essentiel et qui est quand même complexe à mettre en place dans une prise en charge ou dans une immersion dans un monde de VR. C'est vraiment assez compliqué mais très intéressant à mettre en place. Et donc cet embodiment va avoir un effet sur l'allocation des ressources et sur les performances. Donc comme on peut voir dans ce schéma, ici si mon immersion est correcte, elle va favoriser ma fidélité sensorielle. Et là, je vais pouvoir cibler l'allocation de mes ressources attentionnelles à distribuer. Une fois que j'ai dépassé l'incrédulité et que je me sens présent dans l'environnement, ça va avoir un impact sur mes performances. C'est-à-dire que l'exigence de la tâche va me coûter des ressources, mes performances vont me coûter des ressources. Si une fois que j'ai dépassé l'incrédulité, je diminue les ressources allouées à ça et je peux donc me focaliser sur ma performance et les exigences de la tâche. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important de travailler là-dessus, parce que si vos patients ne sont pas 100% immergés, ou en tout cas n'ont pas cette sensation de présence, ça va forcément impacter leur performance. Alors, plonger dans un monde virtuel. Moi, c'est un mot que j'aime beaucoup parce que plonger, ben voilà, et immerger, c'est quasiment la même chose. Donc moi, je trouve que ce terme en réalité virtuelle est bien choisi, parce que quand on est immergé ou quand on a plongé dans un monde virtuel, la conscience du monde réel, donc du monde extérieur à la stimulation, elle est toujours présente, mais en fait, elle passe au second plan. En fait, ça devient possible de vivre des émotions authentiques provenant des interactions avec le monde virtuel, parce que le monde réel est passé au second plan. En fait, si on imagine une espèce d'allégorie, qu'on avait vu tout à l'heure par rapport à la mer, la piscine, vous avez la même chose. Si vous imaginez une piscine cet été avec du monde autour, des enfants qui courent, qui jouent, bah, si vous plongez qu'un pied dans l'eau, vous aurez totalement conscience du monde extérieur. Vous allez sentir que l'eau est froide ou chaude, vous allez sentir les petits courants, mais ce sera très léger par rapport à la perception du monde extérieur. Si vous plongez à moitié, et ben vous allez encore avoir conscience de ce monde extérieur, et vous allez sentir un peu plus le monde dans lequel vous êtes, avec peut-être plus de courant, plus par rapport
si l'eau est froide, elle est chaude, s'il y a des gens qui passent à côté de vous sous l'eau, ça vous allez pouvoir le percevoir. Et si vous êtes totalement immergé, vous avez cette espèce de flou, euh, un arrière-fond, comment dire, ouais, un fond sonore qui est un peu diffus, vraiment très loin, très, très éloigné. C'est ça qu'on va appeler vraiment se faire passer au second plan. C'est quelque chose qui marche très bien à la piscine. Donc cet été, si les piscines sont ouvertes, profitez-en pour tester ça. Si vous n'avez pas peur d'aller sous l'eau. Alors, au niveau des effets, l'objectif c'est de pouvoir faire interagir avec le monde virtuel comme s'il était réel, donc pour avoir ce comportement naturel, ou alors pour favoriser du coup des performances par rapport et les transférer dans le quotidien. Donc là, je vois que la question qu'on me pose, c'est dans le diagnostic précoce de l'autisme, on pourrait très bien imaginer des environnements où on favoriserait certaines interactions et à partir de là, on pourrait voir si les interactions sont naturelles ou si elles ont un déficit. Et dans ce cas, on pourrait très bien essayer de voir si une personne présente un trouble du spectre autistique en VR, tout simplement parce que peut-être que ses performances dans la vraie vie seraient différentes à ses performances dans un environnement en réalité virtuelle. Parce que là, je sais que c'est quelque chose qui est extrêmement important à aller, euh, à aller investiguer parce que les performances sont différentes chez des sujets avec un autisme dans un monde virtuel, numérique, contrairement à un monde réel. Parce que ces processus cognitifs sont différents d'une personne normale. L'embodiment. Alors, là, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc, on va passer pas mal de temps là-dessus. Donc, c'est l'incarnation. Et ça fait donc référence à l'acte de devenir chair, d'investir un corps, généralement son propre corps. Alors, bien évidemment, de manière très pragmatique, il n'est pas possible de se dissocier physiquement de notre corps réel, ni d'en occulter les stimuli provenant du monde extérieur. Mais on peut biaiser notre perception grâce à de l'expérimentation. Et donc ça, c'est la fameuse expérience de la main en caoutchouc, où vous cachez votre main. Normalement, vous la connaissez, hein, je pense que majoritairement, ce sont des psychologues qui écoutent ça. Vous cachez votre main et on vous met une main en plastique par-dessus pour que vous ayez cette impression que d'un point de vue visuel, la localisation de la main correspond à la vôtre. Et on vous met des stimuli identiques, synchrones, c'est ça qui est important, c'est qu'ils sont synchrones en même temps et on va mesurer la façon dont vous avez ressenti ces comportements. Après, j'aurai des expériences où il y a un acte stressant qui peut être fait sur la main en caoutchouc et votre réponse comportementale est liée à l'acte alors qu'en fait, vous savez que votre main est protégée de base. Donc c'est ces fameuses expériences de la main en caoutchouc. Et donc c'est déjà une expérience qui date de 98. Donc c'est quelque chose quand même qui ne date pas d'hier. Et donc pour y arriver à cet embodiment, il y a 3 propriétés importantes à mettre en place. La localisation de soi, la self-location, le sentiment d'agentivité, donc l'agency, et le sentiment de possession, l'ownership. Donc là c'est ce c'est ce que je vais un peu expliciter petit à petit, donc localisation de soi, le sentiment d'agentivité et le sentiment de possession. Alors, la localisation de soi, la self-location, c'est le volume qui est déterminé dans l'espace où l'utilisateur se sent localisé. C'est-à-dire qu'au-delà de ce volume, je ne me sens pas dans l'environnement, mais dans ce volume, je me sens dans l'environnement. Donc ça, c'est extrêmement important de ne pas avoir trop d'écart entre vous et votre avatar. Idéalement, travaillez plutôt sur la première personne que sur la troisième personne. Je vous montrerai des études juste après. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que la stimulation visuotactile synchrone, ça permet de provoquer un conflit multisensoriel qui induit une erreur de localisation. C'est-à-dire qu'en fait, je confronte mon sujet à sa propre image via son casque, mais qui est situé derrière lui. La stimulation visuotactile est ensuite répétée sur le corps du sujet qui déclenche le conflit sensoriel entre la perception visuelle et les informations tactiles. C'est-à-dire que si je vois mon corps, je fais cette expérience de dissociation, là, je comprends que même si c'est synchrone, en fait, ma localisation n'est pas bonne parce que je suis trop éloigné, j'ai le sentiment d'être trop éloigné du stimulus. Pardon. Alors, on peut le faire en confrontation face à face via des stratégies de projection mentale. C'est plus complexe à mettre en place, mais il y a des résultats intéressants. Je vous invite à aller voir Thiriou et collaborateurs en 2009. Le mieux, moi, je pense, ce sont les études que je vais vous montrer juste après, c'est que le point de vue utilisé dans les univers virtuels
c'est plutôt matérialisé par la position de la caméra, et donc c'est ce qui semble être le facteur déterminant sur la notion de localisation, c'est de savoir est-ce que je suis en première personne ou en troisième personne. Alors, dans l'étude de Gori et ses collaborateurs en 2017, ils ont démontré que le point de vue première personne facilite et améliore le sentiment de présence et d'embodiment de manière générale. Donc ici, en bleu, vous avez les résultats à des questionnaires pour la première personne et en gris pour la troisième personne. Et donc ici, ils vont les questionner sur la présence spatiale et donc ici, leur position dans l'environnement et les actions qui sont possibles. Donc ici, on voit bien que les premières personnes sont soit fortes au-dessus, soit légèrement au-dessus en termes d'évaluation. Mais ici, au niveau de la self-location, on voit que la troisième personne est nettement au-dessus par rapport à la vue à la troisième personne. Au niveau de l'agentivité, c'est quasiment pareil, mais on verra ça dans l'étude juste après. Ici, au niveau de l'ownership, on a également une différence qui est importante. Donc, ce que ça veut dire et ce qu'il faut retenir, c'est que ce sera plus facile d'avoir cette sensation d'incarnation d'avatar ou d'embodiment si je suis à la première personne, avec cette vue à la première personne. Le sentiment d'agentivité. Alors, lui, c'est la sensation d'avoir le contrôle moteur global, incluant l'expérience subjective de l'action, du contrôle de l'intention et de la sélection motrice et de l'expérience consciente de la volonté. C'est-à-dire qu'en gros, mes actions modifient ce qui se passe dans l'environnement, je suis donc agent, et ça a donc un effet sur l'embodiment et donc un effet sur les performances. J'avais présenté cette étude-là, où je ne sais pas si je l'ai encore fait, mais je la présenterai. Une étude de Sauséon, je crois qu'elle est de 2016, si je ne dis pas de bêtises, qui en fait a montré que les performances au niveau de la mémoire épisodique étaient meilleures si on était passif dans l'environnement que si on était actif. Donc c'est cet état d'agent en fait qui est important et qui donc module les performances. En fait, c'est vraiment la corrélation entre l'intention du sujet et l'action qui en résulte. Si mes mouvements sont restitués de manière congruente, j'ai cette impression de sentiment d'agentivité qui est fort élevé. C'est-à-dire que plus je vais avoir des réponses motrices quasiment identiques à mes réponses motrices naturelles, plus j'aurai cet état d'agentivité qui va être augmenté. Et en fait, ça, on peut le faire également via un corps virtuel. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement marrant. Enfin, marrant. C'est ce qui est vraiment extrêmement important. C'est qu'en fait, on peut attribuer la responsabilité de l'action pour induire un tel sentiment. Alors, comment on peut faire? Ça peut se faire de manière une expérience qui l'a montré. Donc ici, on va prendre plusieurs groupes. Un groupe qui va être en vue perspective première personne, et donc on voit ici, ou là, ici, j'incarne l'avatar, parce que ma tête est située au niveau de la tête de l'avatar, et ou alors ici, je suis en troisième personne, c'est-à-dire que je suis derrière, ou en tout cas dans l'environnement de l'avatar. Donc première partie, je fais de l'embodiment, où en fait je m'incarne dans cet avatar via un miroir. C'est quelque chose qui est extrêmement efficace, je vous montrerai après dans une petite vidéo. Et ici, j'ai des sujets qui sont assis, c'est-à-dire qu'ils ne sont même pas agents au niveau moteur, parce que la seule chose qu'ils peuvent faire en fonction des groupes, c'est les mouvements de la tête, les groupes sway ou no sway, donc pas de mouvement de la tête. Et donc c'est ça en fait qui va permettre de ressentir ou pas ce côté embodiment. C'est-à-dire que même si je ne marche pas, je n'ai pas une action directe sur le mouvement de mon avatar, ce qui va être important, c'est le fait de pouvoir bouger ma tête et ce qui va se passer dans l'environnement. Si je ne peux pas bouger ma tête et que l'avatar se déplace sans moi, je n'ai pas cette sensation d'être l'agent qui va moduler les comportements de l'avatar. Du coup, cette notion d'embodiment, elle va fortement diminuer. À l'inverse, même juste bouger la tête par rapport à ce qui se passe, et ben en fait, je me dis, ok, c'est quand même moi qui contrôle, ou en tout cas qui suis l'agent de l'avatar, et donc au niveau de l'embodiment, ça va augmenter. Le sentiment de possession, donc ça concerne vraiment l'auto-attribution par l'utilisateur du corps virtuel ou de l'entité contrôlée. Donc c'est l'émergence de ce sentiment qui est influencé par différents facteurs tels que les similarités morphologiques du corps. En fait, donc c'est exactement ce qui a été observé par la main en caoutchouc, c'est plus le corps est quand même ressemblant au niveau de la morphologie, plus facile vous aurez la possibilité de posséder ce corps. Encore une fois, tout est une question de synchronisation visio-motrice et de ressenti proprioceptif. Alors,
Comment ils ont fait ça? Et ben en fait, ils ont simplement mis des systèmes hyper précis au niveau des pieds. Où ici, vous voyez que alors, là, on me demande d'être agent, donc d'activer certains mouvements. Ce qui veut dire qu'ici, là, c'est ce qui se passe dans le réel, c'est ce que je vois dans le virtuel. Je bouge ma jambe droite d'une certaine façon, je la vois se produire. Ok, je suis donc agent, je suis localisé dans l'espace. Maintenant, la question, c'est la perception pour posséder mon propre corps. Et là, ici, on va mettre venir dans l'environnement réel, toucher la personne avec un objet qui peut faire penser à une balle, par exemple, qu'on va venir faire dans le virtuel. Et donc, la question sera, est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que quelque chose vous a touché? C'est-à-dire effectivement, une balle dans l'environnement virtuel m'a touché. Et en fait, via des questionnaires, on va se rendre compte qu'en fait, si on est capable d'avoir cette sensation-là, ici, et ben en fait, on favorise l'embodiment parce qu'on a pris possession des propriétés proprioceptives, des propriétés auditives, visuelles et même simplement des sensations de toucher. Et donc peut-être même pourquoi pas du froid, du chaud de notre avatar. On le possède. On possède du coup les mêmes caractéristiques. Et c'est ça qui va vraiment être extrêmement intéressant parce que pour résumer, pour avoir un sentiment de présence très important. On a dit au début un peu d'immersion et l'interaction c'était important. Ça va favoriser la présence dans l'environnement. Maintenant, si la boucle sensorimotrice, donc c'est le fait que mes actions soient synchrones avec et même naturelles, le plus naturel possible par rapport à l'environnement, ma présence d'action, elle est améliorée. Ensuite, au niveau des émotions, donc on l'a vu avec les vrettes, et la boucle sensorimotrice vont faciliter la présence de soi. Maintenant, l'immersion et l'émotion va jouer sur la présence sociale, mais là-dessus, je vais pas revenir aujourd'hui. Et tout ça va favoriser le sentiment de présence. Je me sens immergé, je me sens dans l'environnement grâce à des interactions. L'environnement est ok, je suis d'accord avec ça. Je suis présent dans l'environnement. Mes actions sont normales, synchrones, j'ai l'impression qu'elles sont pseudo-naturelles. Ma présence d'action est ok. Ma présence de moi est présente parce que je ressens les mêmes émotions, les mêmes sensations que l'avatar. Mon sentiment de présence est décuplé. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'incarnation, j'ai ici mes trois éléments, la localisation, l'agentivité et la possession. Si les trois sont bien faits, mon sentiment d'incarnation, d'embodiment est extrêmement important. Et ça joue sur la présence de soi. Et donc sur la présence de manière générale, avec la présence sociale, spatiale, mais également la présence d'action. Et tout ça, comme on a vu dans le premier schéma, va influencer mes performances, puisqu'il va diminuer mon besoin en ressources. Alors, comment on pourrait mettre ça en place dans des thérapies? Alors là, ça va être une thérapie plutôt un peu psychologique, mais on va voir un peu comment s'incarner déjà d'une certaine façon et de jouer par rapport au point de vue et comment juste le fait de s'incarner dans un avatar va nous permettre de moduler notre comportement. Alors vous allez voir, ça c'est assez intéressant à voir. Donc ici, c'est un paradigme où vous allez avoir une phase expérimentale, un groupe contrôle bien évidemment. La première session, on scanne et on fait une réunion initiale. Alors le scan va permettre aux gens de l'étude de faire un avatar qui vous ressemble le plus possible en termes de taille, avec les mêmes vêtements, etc. Donc vous voyez ici qu'on a un avatar qui ressemble quand même fortement à cette personne-là. Ensuite, dans cette réunion, en fait, simplement, on va demander aux participants de choisir un problème qui lui cause à peu près un niveau de stress ou d'angoisse à peu près médian dans sa vie de tous les jours. Donc on va prendre des notes, on va demander d'en parler. Et ensuite, on va lui demander de revenir une semaine après, une fois que son avatar sera terminé. Et donc, ici, il va y avoir la condition expérimentale. Donc ici, on a une phase d'embodiment. Donc ici, vous voyez, en fait, quand je lève mon bras, le bras de l'avatar se lève. Donc là, c'est le côté un peu localisation, agentivité. Ici, je me tourne vers le miroir, je me vois et je vois mes mouvements. Ça, c'est une méthode qui est hyper efficace pour de l'embodiment. Je pense que toutes les choses de réalité virtuelle devraient être faites comme ça. Ça permettra de faciliter l'embodiment. Ensuite, donc, le sujet explique son problème en une phrase ou deux à l'avatar de Freud. Donc Freud représente bien évidemment la psychanalyse, la psychologie, tous ces aspects-là un peu, voilà, c'est un peu la caricature même
voilà, quand on dit on va voir un psychologue, généralement on imagine toujours quelqu'un un peu à la freudienne. Donc c'est simplement l'objectif, c'est de pouvoir se dire, ok, l'avatar de Freud représente un concept, représente un certain niveau au niveau de la psychologie, etc. Il a une certaine... il est réputé, il est connu, donc c'est plus facile. Donc on a explosé son problème à l'avatar, et ensuite nous on va s'incarner dans l'avatar de Freud. Donc même principe, je rentre dans l'avatar de Freud, je me regarde dans le miroir, ok, je deviens Freud. En fait, je deviens Freud. Et là, l'avatar qui est en face de moi, qui est en fait moi, m'expose un problème. Et donc, j'entends ce problème depuis mon avatar de Freud. L'objectif est donc de répondre à ce problème et à cette question et de trouver une solution finale au problème de la personne qui est en face de vous. Donc, je résume. Vous avez exposé un problème, vous vous mettez à la place du thérapeute et vous devez résoudre votre propre problème, mais avec dans l'avatar de Freud. Et ensuite, vous revenez dans votre avatar scanné et vous écoutez vos propres conseils. Il modifie la voix pour avoir vraiment une différence entre vous et l'avatar. Donc en fait, vous explicitez votre problème, vous l'écoutez depuis un autre avatar qui représente une sommité dans la psychanalyse, vous répondez à sa place et vous écoutez votre propre réponse à votre propre problème. Tout ça juste avec de l'embodiment. Et après, donc la question, c'est c'est de suivre un peu cette interview une semaine après et de voir un petit peu est-ce qu'il a mis en place les choses par rapport à son problème. Et il s'avère qu'en fait, les gens, quand ils ont incarné Freud et qu'ensuite ils s'écoutent répondre à leurs propres problèmes, ils ont une meilleure perception de leurs problèmes et ils sont plus enclins à les résoudre et ils mettent en place des stratégies pour les résoudre. Du coup, la question qu'on peut se poser, est-ce que je peux moduler ma perception du corps virtuel? Est-ce que je peux en faire mes propres attributs? Ou alors est-ce que simplement je peux implémenter mes attributs dans un environnement virtuel? Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'effet Proteus. Alors, pourquoi Proteus? Pour la petite histoire et pour la culture générale, ça vient de l'adjectif protéiforme qui signifie polyvalent ou mutable. Donc c'est un concept... Enfin, ce concept est une allusion aux capacités de changement de forme du dieu grec Proteus ou Protée. Donc dans la mythologie grecque, Protée est une divinité marine qui est dotée du don de prophétie et du pouvoir de se métamorphoser. Donc c'est-à-dire que l'effet Proteus, c'est la métamorphose de la personne. Donc la métamorphose dans l'avatar, mais on verra pas que. Donc l'effet Proteus, lui, décrit un phénomène dans lequel le comportement d'un individu au sein de monde virtuel est modifié par les caractéristiques de son avatar. Je deviens Freud. Quelle est la vision du monde, enfin quelle est la vision des gens sur Freud, qu'est-ce qu'on s'attend à ce qu'il fasse? Et du coup, je le fais. Ce changement est dû à la connaissance qu'a l'individu des comportements que les autres utilisateurs qui font partie de cet environnement virtuel associent généralement à ces caractéristiques. Freud, psychanalyse, le côté plutôt psychologique. L'effet Proteus, donc, lui, a été introduit pour la première fois par des chercheurs qui sont Yi et Bayanson, qui ont fait énormément de travaux là-dessus. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Alors, du coup, on passe de cogito ergo sum, je pense, donc je suis, à cogito ergo sum vidéo, je vois, donc je suis. Et donc, c'est un peu ça, un peu l'effet Proteus, c'est que si je suis incarné, en fait, ça va enclencher 3 processus psychologiques, ça va les engager, et donc, en fait, ma perception va influencer mon comportement. Alors, les 3 processus, c'est la confirmation comportementale. Mes actions peuvent influencer le comportement des autres. Ce que je dis va faire en sorte que les avatars vont m'obéir ou répondre à mes actions. La théorie de la perception de soi, donc c'est-à-dire que ça va déterminer mes attitudes et mes émotions en faisant des observations. Et la désindividualisation, c'est-à-dire c'est la diminution de la conscience de soi et l'augmentation des indices identitaires. C'est-à-dire rentrer dans un groupe, c'est ce qui marche très bien dans les jeux de rôle, etc. Vous rentrez dans un groupe et en fait vous finissez par adopter les codes de ce groupe, même si ça ne vous correspond pas. Et parfois, en fait, c'est ce que cherchent certaines personnes, c'est au niveau du virtuel, les amis virtuels, parce qu'on peut se permettre d'être quelqu'un d'autre, ça ne pose pas de problème. Du coup, ma perception de l'environnement virtuel influence mon comportement et ma cognition, donc mes émotions.
ce qui va influencer le comportement des entités dans l'environnement virtuel. Mes actions sont donc dictées par l'environnement virtuel, et en fait, je finis par faire ce qu'on me demande de faire, et donc ça, c'est le même principe que Milgram en 65. Donc, une des études ici, c'était que les participants incarnaient un avatar qui était attractif versus moyennement attractif versus non attractif. Donc ici, vous avez un avatar attractif et ici non attractif. Et donc, il fallait entrer en contact avec un interlocuteur de sexe opposé. Donc, si je suis un garçon, j'entre en contact avec une fille. Si je suis une fille, j'entre en contact avec un garçon avatar. Donc, l'attractivité étant perçue de manière stéréotypée, de manière très simple, beau ou moche, c'est tout simplement ça. Et donc, c'est lié aux comportements amicaux. Incarner un avatar attractif doit moduler les comportements de l'utilisateur en accord avec les attentes d'un hypothétique observateur extérieur. Donc, la condition attractive, elle diminue la distance interpersonnelle entre les avatars. Autrement dit, le fait d'incarner un avatar d'apparence attractive conduit les participants à se montrer plus intimes dans leurs interactions sociales en environnement virtuel. Alors, au niveau des limites, il y en a quelques-unes quand même. C'est que sur un plan plus général, l'effet Proteus peut s'initier quel que soit le réalisme, la qualité graphique ou le degré de sophistication comportementale de l'avatar. L'objectif, c'est de faire de l'embodiment. Si l'embodiment est bien fait, que vous faites bien en sorte qu'en fait, peu importe le moteur graphique, si c'est hyper réaliste, etc., ce sont les indices identitaires qui vont déterminer la modulation comportementale. Vous n'êtes peut-être même pas obligé de faire des avatars super réalistes, mais si vous arrivez à faire en sorte de poser des indices identitaires à droite à gauche dans l'environnement et dans les comportements, vous avez gagné et vous allez pouvoir avoir votre effet Proteus qui se met en place. Et donc mesurer les impacts au niveau social, etc. En fait, cette métamorphose, elle s'opère au niveau de l'avatar. Plus votre avatar se rapproche au niveau des propriétés corporelles, plus votre présence dans l'environnement sera augmentée. Donc là aussi, il y a des choses qu'il faut bien moduler aussi. C'est de ne pas avoir des avatars qui sont complètement différents. Si vous êtes un garçon, il faut incarner un avatar masculin et inversement parce que ce sera plus proche au niveau propriétés corporelles ou en tout cas la façon dont vous vous projetez ou dont vous vous voyez, plus votre présence, en fait, elle sera augmentée. Et donc ici, vous voyez, sentiment d'incarnation, agentivité, autolocalisation, propriété corporelle, tout ça influence la présence mentale et donc la présence dans l'environnement. Et donc favorise tout le reste. Alors, cet effet Proteus, il peut se faire également dans l'autre sens. Parce que là, on a vu que la façon dont j'en percevais l'environnement, mon avatar, influence mes performances dans l'environnement virtuel. La question, c'est de savoir, est-ce que cet effet, il peut se transférer à la vie de tous les jours? Et la réponse, en fait, c'est oui. C'est qu'il peut se faire dans l'autre sens. Incarner un avatar plus grand avec des caractéristiques spécifiques donnera l'impression d'avoir dans l'environnement réel les mêmes caractéristiques. Et pour ça, il y a un paradigme qui est super bien fait, que je trouve très intéressant à voir. Donc c'est dans l'étude de Guégan sur l'effet Proteus, justement. Et donc là, ici, on proposait un avatar inventeur en tenue scientifique, non inventeur, ou alors on ne proposait pas d'avatar, ou en tout cas c'était libre. Et en fait, on avait après une tâche d'invention d'idées techniques pour des transports à Paris. Et on évaluait la quantité et l'originalité. Alors, dans un environnement virtuel et dans un environnement réel, qui était exactement la même chose pour éviter toute interférence. Donc ici, vous avez des avatars scientifiques neutres. Le scientifique étant quelqu'un qui est censé être, ou en tout cas l'inventeur, avoir plus de créativité, plus d'idées, peut-être plus d'intelligence. Voilà, mais ce sont des stéréotypes tout simplement. On joue avec les stéréotypes, tout simplement. Mais par contre, au niveau des résultats, on se rend compte qu'il y a des meilleures performances avec un avatar inventeur. Donc les sujets pensent qu'ils étaient plus créatifs dans la situation avatar inventeur, mais ensuite, la même tâche dans l'environnement réel a démontré la même chose. C'est l'amélioration des performances créatives selon le même pattern que la condition environnement virtuel. Donc ici, c'est le nombre d'idées par participant allant de 5 à 15. Et on voit qu'au niveau des inventeurs, on a plutôt 15 idées par participant, alors que si on a incarné un non-inventeur, on est à moins de 9. Donc, ça veut bien dire que la façon dont je perçois l'avatar, dans la façon dont mon avatar est perçu par les autres, influence mon état à la sortie. C'est-à-dire que je me sens peut-être plus beau, plus intelligent, plus créatif, si j'incarne un avatar qui représente ces attributs, et ensuite ça va avoir un effet dans ma vie de tous les jours. Par exemple, pour une négociation,
Si vous êtes dans un avatar plus grand, vous allez négocier plus durement que si vous êtes dans un avatar plus petit. Donc, pour ceux qui veulent faire des négociations un peu plus serrées, incarnez-vous dans un avatar plus grand, un peu quelques minutes avant d'aller négocier, et normalement, vous devriez avoir plus de peps. Alors, pour résumer, en fait, la réalité virtuelle, elle permet d'incarner, à l'aide de méthodologies efficaces, un avatar. Voilà, ça on l'a vu avec toutes les façons de faire, l'immersion, le sentiment de présence dans l'environnement, l'embodiment et l'effet Proteus. Alors, forcément, ça va influence de la perception, de l'action et de la cognition, et donc de l'émotion du sujet. Donc c'est la boucle perception, cognition, action qu'on a déjà vu, et ça va influencer les performances dans l'environnement virtuel. En fait, c'est un effet qui perdure dans l'environnement réel. Est-ce que pour autant, je peux me sentir aussi puissant que si j'ai incarné un ogre dans cet environnement-là? Eh ben en fait, non. Pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, dans ce genre de jeu, mon avatar possède des propriétés physiques qui sont trop éloignées des miennes. Voilà, il est grand, il est vert, je me rends bien compte que ça peut pas être moi, et donc forcément, ça marchera pas très bien. Je ressens pas ces sensations, et ces perceptions, c'est tant mieux, hein, quand même, parce que je pense que ce genre de bestiaux, quand ça joue dans World of Warcraft, ça prend des coups, et donc c'est tant mieux. Et l'avatar, lui, est souvent incarné à la troisième personne. Maintenant, si je l'incarnais à la première personne, ce serait un peu différent, parce que du coup, j'ai pas toujours ce rapport avec moi et cette localisation qui est différente. Mais pour autant, je sais que de manière... je sais que l'incarnation n'est pas possible, parce qu'on ne se ressemble pas assez pour ça. Maintenant, je dis pas si j'étais un humanoïde plus proche du mage, etc. Mais là, il y a toute la question du réalisme, de la réalité, qui est complètement différent. Donc voilà, je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire bon, si cet effet Proteus, il peut se faire, je vais croire que je suis capable d'aller faire des choses qui sont impossibles à faire. Voilà, pour que ça fonctionne, il faut que votre avatar soit capable de faire des choses qui soient physiquement faisables dans la vie de tous les jours. On s'entend bien sûr. Voler dans un environnement virtuel, c'est beau, c'est cool. Ça ne peut pas se faire dans la vraie vie. Voilà, c'est quasiment difficile d'incarner ça et d'avoir cet effet à long terme en se disant sorti de là, j'enlève mon casque, je crois que je peux voler. Non, ce sont des raccourcis qui sont faux. Donc, pour reprendre cette fameuse chose, on a vu que l'immersion de la boucle sensorimotrice était importante pour évaluer si l'environnement était crédible, que cette interaction au niveau de la crédibilité de l'environnement est également importante pour la perception de mes actions, si elles étaient possibles et si je pouvais les vérifier. L'environnement est crédible, oui, j'accepte de me prendre au jeu. Et donc, grâce à ça, je diminue les ressources importantes pour justement lever cette incrédulité. Et ensuite, j'accepte de me prendre au jeu et grâce à ça, je rentre dans mon système de présence de soi spatial d'action et donc également, vous l'aurez compris, social, ce qui voudrait dire qu'on peut facilement évaluer des interactions sociales dans un environnement de réalité virtuelle à condition que l'immersion, la boucle sensorimotrice et l'interaction permettent de lever l'incrédulité et que du coup j'accepte de me prendre au jeu. À partir de là, vous obtiendrez des patterns de réponse naturels et similaires à un environnement réel. Alors, au niveau des prochains rendez-vous, j'essaierai de faire les choses un peu mieux en proposant les dates plus en avance. Mais voilà, je suis un peu débordé, je vous le cache pas. Donc voilà, on va travailler sur le diagnostic, la partie 1, il faut que je m'en occupe, s'il est en cours d'écriture, il faut que je le termine. La neuropsychologie et rééducation, la partie 2, voilà, j'ai plein de nouvelles choses à apporter. Je vais également faire un topo sur la VR en ergothérapie et également la VR pour la formation. Alors, des cliniciens, pratiquants, des thérapeutes, etc. Et voilà. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite en tout cas à lire quelques articles. Voilà, l'effet Proteus, ça c'est un article en français qui reprend un peu tous les éléments. Au niveau de l'embodiment, Slater est un des grands chercheurs à ce niveau-là. Alors, au niveau de la perception, une personne, trois personnes, vu à la première personne ou à la troisième personne, ce sont plutôt les articles de Goris. Et donc au niveau de l'immersion des sens, dans ce cas c'est plutôt Boyle. Et donc sur l'effet Proteus, il y a également les travaux pionniers de Yi et Bayenson. Voilà, je vous remercie de votre attention. Vous n'êtes pas très nombreux, mais c'est pas grave, il y aura toujours le replay pour ceux qui veulent le voir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais rester là connecté 2-3 minutes pour récolter les questions. En attendant, je vous dis à bientôt, puisque je referai le 5e webinaire
en avril. Voilà.